Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Aujourd'hui, nous allons parler des conventions entre PCI à fiscalité propre et communes ou syndicats en matière d'eau ou d'assainissement, telles qui sont introduites par la loi Engagement et Proximité. D'abord, l'existence des conventions ne nous est pas complètement étranger. Des mécanismes existaient déjà, que ce soit en comité de communes, comité d'agglomération, comité urbaine ou métropole. Par exemple, pour la comité d'agglomération, la convention de l'article L5216-7-1. Et le régime, finalement, est très proche de ce mécanisme-là. Mais il y a des subtilités. Première subtilité, ce n'est plus une convention de gestion par laquelle une entité A confie la gestion à une entité B, mais ce sont des délégations de compétences. La loi ne produit pas des pages et des pages d'obligations, ne donne pas de modèle officiel de convention, mais pour autant elle apporte quand même quelques précisions où ça va un peu plus loin du coup que le mécanisme qu'on connaissait des conventions de gestion. D'abord, le texte exige que des objectifs plus clairs soient posés. À l'EPCI néanmoins de déterminer ces conditions. Par ailleurs, il faut qu'il y ait une clarification quant à la durée, ainsi que sur les moyens humains et financiers à mettre en œuvre dans le cadre de la convention et sur les modalités de contrôle. Par contre, on ne retrouve pas véritablement le vrai PPI tel qu'il était voulu à un stade des débats parlementaires par l'Assemblée nationale. Ces conventions peuvent être passées entre la communauté et ses communes membres, mais aussi avec les syndicats qui ont pu être préservés. Même les syndicats entièrement sur le périmètre peuvent avoir été préservés sur cette seule finalité, voir notre vidéo à ce sujet. Après, dans la relation commune et EPCI, le régime va être le suivant. La commune formule une demande auprès de la communauté en disant « j'aimerais bien qu'on signe une telle convention ». La communauté n'est pas obligée d'y faire droit. En revanche, elle dispose d'un délai de 3 mois pour pouvoir répondre favorablement ou défavorablement à cette demande de la commune. Et attention, si la communauté entend refuser le passage d'une telle convention, il conviendra qu'elle motive son refus. La loi n'a pas prévu expressément que ce régime se substitue aux conventions de l'article L5216-7-1 ou à l'article L5214-16-1, pour ne citer que ces deux cadres-là. Techniquement, ces régimes existent toujours, et notamment pour les autres domaines de compétences. Néanmoins, la loi n'ayant pas prévu expressément que ces conventions ne seraient plus applicables, on pourrait supposer qu'on peut toujours y recourir, mais prudence. Dans le doute, notre recommandation est plutôt de privilégier ces conventions les plus spécifiques, même si nous ne manquons pas d'arguments pour soutenir que ce sont des mécanismes qui pourraient potentiellement coexister. Techniquement, ce n'est pas une neutralisation du transfert de compétences, donc il y a tout un ensemble d'incidences à retenir en la matière. Par contre, sur les incidences opérationnelles, sur les régies préexistantes, sur les agents, et ainsi de suite, ce sont des points très débattus, et la circulaire esquisse quelques pistes, mais sans énormément les détailler. Sur ce point, nous avons quelques certitudes en interne, mais ce que nous avons pu constater au fil des dossiers, c'est qu'en réalité, il faut trancher au cas par cas. Par exemple, sur les agents, ça va dépendre énormément du statut des agents. Sur les régies, ça va dépendre énormément de la chronologie des différents événements aussi en la matière. Donc, à apprécier concrètement sur chaque dossier. Voilà ce qu'il y avait à dire de manière très synthétique sur ces conventions. Merci à tous, à très bientôt.